Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder la sémiologie de l'appareil urinaire en simulation. Cette présentation a été élaborée à partir des objectifs sémiologiques décrits par le ministère, de telle façon qu'à la fin de cette dernière, l'étudiant en médecine va acquérir les objectifs décrits dans le carnet de stage. Et ces objectifs sont répartis selon le processus consensuel d'un examen clinique, à savoir interrogatoire, inspection, palpation, percussion, et on termine par une auscultation, examen à la bandelette urinaire. L'interrogatoire. L'interrogatoire va rechercher les signes fonctionnels évoqués par le patient, à savoir les douleurs, les troubles de la miction et les anomalies de la diurèse, que ce soit quantitatif ou qualitatif, mais ces anomalies vont être confirmées par un examen clinique des urines. Commençons par les douleurs. La première douleur à connaître, c'est la colique néphritique, qui est une douleur brutale, unilatérale au niveau de la région lombaire et qui est radiée vers l'aine et les organes génitaux et elle traduit toujours un défaut d'écoulement des urines dû à un obstacle, le plus souvent une lithiase. Il faudra la différencier des lombalgies rénales qui est de type pesanteur continue intermittente des fosses lombaires. Deux autres types de douleurs qu'il faudra les différencier l'une de l'autre, qu'elles elles sont presque similaires, c'est les cystalgies et les brûlures mictionnelles. Les cystalgies, ce sont des douleurs de l'hypogastre permanentes ou peuvent être rythmées par les mictions, à la différence des brûlures mictionnelles qui sont des douleurs ou plutôt des brûlures au niveau de l'urètre en période per ou post-mictionnelle. La dernière douleur, c'est une douleur plutôt rare, c'est les douleurs périnéales et intéresse beaucoup plus l'homme dû à une pathologie prostatique. Deuxième chapitre de l'interrogatoire, c'est des troubles mictionnels. Le premier trouble, c'est la polacurie, qui est une augmentation de la fréquence de la miction due à une hyperréactivité vésicale sans augmentation de la qualité ou plutôt la quantité des urines produites qui fait la différence avec la polyurie. La dysurie, c'est une miction douloureuse ou gênante et la rétention des urines, c'est l'incapacité soudaine à uriner. L'énurésie, c'est une miction active, complète et inconsciente pendant le sommeil, intéresse le sujet supérieur à 5 ans. Et l'incontinence, c'est une perte involontaire d'urine par l'urètre due à une incompétence du système sphinctérien. Troisième chapitre, c'est les anomalies des urines, que ce soit quantitatives ou qualitatives. Et on commence par les anomalies quantitatives, à savoir la diminution de la quantité ou l'augmentation. Commençons par l'augmentation. Elle traduit la polyurie. Elle est définie par une diurèse supérieure à 3 litres par 24 heures. L'oligurie, c'est la diminution de la quantité des urines et elle est définie par une diurèse inférieure à 500 millilitres par 24 heures. L'anurie, c'est l'absence totale des urines. Elle est définie par une diurèse inférieure à 100 millilitres par 24 heures. Les anomalies qualitatives, elles intéressent beaucoup plus la couleur des urines. Et commençons par la première anomalie, c'est l'hématurie. L'hématurie, c'est la présence du sang dans les urines et la couleur des urines change selon la sévérité de cette dernière. La pyurie, c'est la présence de pus dans les urines et elle traduit une infection bactérienne. La fécalurie, c'est la présence de matière fécale dans les urines et elle traduit toujours une fistule entérovésicale, à savoir une communication entre le tube digestif et les voies urinaires. Et l'érythroragie, c'est l'écoulement du sang de l'urètre indépendant de la miction qui fait la différence avec l'hématurie. Entrons maintenant dans l'examen clinique et commençons par l'inspection. L'inspection se pratique sur un sujet torse nu en position assise et elle recherche en premier lieu une cicatrice d'une ancienne opération urologique, c'est-à-dire le passé urologique du patient. La recherche aussi d'une voussure de la fosse lombaire ou des signes inflammatoires. Et on peut aussi trouver, mais c'est vraiment rare, une fistule lombaire. Deuxième temps, c'est la palpation. La palpation, c'est un temps très important dans l'examen de l'appareil urinaire. Le premier signe à rechercher lors de la palpation, c'est le signe de contact lombaire. Le malade est placé en décubitus dorsal. Le médecin se place à droite du patient. Une main est placée dans la fosse lombaire et l'autre main palpe la paroi abdominale au niveau de l'hypochondre en essayant de chercher à chaque inspiration le pôle inférieur du rein. Mais attention, à l'état physiologique, un rein normal n'est pas palpable. Il est palpable seulement en situation pathologique, l'augmentation du volume de ce dernier, comme les tumeurs rénales ou l'hydronéphrose. Et comme si c'est une simulation, on va voir des vidéos sur un vrai malade et on va faire aussi ça sur notre maca dans notre centre de simulation. Et voici la vidéo. Le médecin est à droite du patient. Une main est placée dans la région lombaire et l'autre main essaie de palper le pôle inférieur
du rein lors de l'inspiration. Pourquoi l'inspiration? Parce que c'est le temps où le rein va descendre. On fait la même chose pour le côté inférieur, plutôt le côté latéral gauche, mais attention à ne pas confondre une splinomégalie avec le pont inférieur du rein. Mais je vous rassure, on va faire ça pendant notre simulation dans notre centre. Deuxième signe à rechercher, c'est les points urétéraux. Les points urétéraux. On a trois points. On a le point urétéral supérieur, le point urétéral moyen et le point urétéral inférieur. Le point urétéral supérieur, il correspond anatomiquement au rein, au bassinet et l'extrémité supérieure de l'urétère. Il est à rechercher à l'angle costo-musculaire. Le point urétéral moyen correspond anatomiquement à la jonction de la portion lombaire et de la portion pelvienne de l'urètre. Il correspond à l'union du tiers moyen et du tiers externe d'une ligne unissant les épines iliaques. Et le point urétéral inférieur, il est passé au toucher rectal et correspond à la portion terminale de l'urètre. Pourquoi on va essayer de chercher ces points et, à la palpation? Parce que l'existence d'un point douloureux urétral traduit l'existence d'une inflammation le plus souvent, c'est une lithiase. Et voici une vidéo à la recherche des points urétéraux. Le médecin se place à droite du patient. Le médecin déshabille le patient. Il le met à l'aise. Il va chercher les points. Le premier point, comme on l'a déjà décrit, c'est le l'angle costo-abdominal. Deuxième point, c'est la recherche d'une ligne unissant les deux épines iliaques. C'est à l'union de la courbe de Sidamer. Et bien sûr, le troisième point, c'est au toucher rectal. Mais je vous rassure tout de suite, on va faire ça en simulation. Troisième chose à faire, c'est la recherche d'un globe vésical, mais j'attire votre attention que la recherche d'un globe vésical se fait pendant les trois temps, à savoir inspection, palpation et percussion. L'inspection, c'est une distension de la région hypogastrique. La palpation, on va trouver une tuméfaction lisse, sensible et rénitente. Et à la percussion, c'est une matité. Et voici une autre vidéo à la recherche de globe vésical. Le médecin déshabille le patient, le met à l'aise. Il va rechercher l'ombilic et descend dans la région épigastrique à la recherche de la masse. Et on va faire ça pendant notre simulation. Et on va terminer par l'examen des orifices hernières. C'est quoi une hernie? Une hernie de la paroi abdominale, c'est la sortie d'une partie du contenu de l'abdomen à travers l'orifice. Et les types d'hernies, c'est selon la situation anatomique. On a des hernies de la ligne blanche, des hernies de la région ombilicale et ce qui intéresse notre simulation, c'est les hernies de la région inguinale. La région inguinale, il y a deux types d'hernies. Il y a les hernies indirectes et les hernies directes. Ce qui est indirect, c'est la descente du contenu abdominal dans les bourses et ce qui est direct, c'est la descente directement au niveau de l'aine. La sémiologie hernière est très simple. À la palpation,
C'est une tuméfaction non douloureuse et carrément réductible. Et elle est impulsive à la toux. Et voici une autre vidéo qui explique c'est quoi une hernie inguinale. Là, c'est une hernie inguinale, Se produit dans la zone de l'aine, se produit dans la zone inguinale, déchirure de la paroi abdominale et sortie des éléments de l'abdomen. Et là, c'est une hernie directe, c'est-à-dire directement dans l'aine, non dans les bourses. Et bien sûr, elle va nécessiter une intervention chirurgicale pour la réduction. Troisième temps, c'est la percussion. La percussion va rechercher le signe de Giordano. Le signe de Giordano, c'est quoi? C'est une percussion de la paroi, ou plutôt de la fosse lombaire. Normalement, le patient ne ressent aucune douleur. Mais si le patient va ressentir une douleur vive, ça traduit une inflammation et le plus souvent, c'est une pylonéphrite aiguë. Et voici une petite vidéo démontrant le signe de Giordano. Le patient est torse nu, penché en avant. Là, c'est la fosse lombaire et l'angle costo-vertébral. On place une main et on percute l'autre avec l'autre main. Normalement, le patient ressent Normalement, le patient ressent qu'un impact, mais s'il ressent une douleur vive, ça traduit une inflammation et c'est une pylonéphrite. Le dernier temps, c'est l'auscultation. Et l'auscultation, elle est très importante. Et elle va chercher quoi? Elle va chercher des souffles vasculaires. Ces souffles vasculaires traduisent des sténoses de l'artère rénale. Et elle est très importante. Et on peut la faire dans deux endroits, soit abdominal à 2 cm des ombiliques, mais si le patient est très obèse, là, on va ausculter les fosses lombaires au niveau de l'angle costo-vertébral, juste sous la deuxième côte. Et on va terminer notre examen clinique par examen à la bandelette urinaire. Et oui, l'examen à la bandelette urinaire est un temps très important. Il fait partie de l'examen clinique. On va tremper notre bandelette urinaire dans les urinémises et on va voir les réactifs à chaque, à chaque réactif qu'on va détecter la substance qu'on cherche, à savoir l'albumine, le glucose, le sang, les nitrites ou les glucosides avec la signification de chaque réactif. Et on va faire ça et on va détailler ça pendant la simulation. Ça sera mieux que la présentation. J'attire juste votre attention sur le temps qu'on doit respecter avant la lecture de chaque réactif. Comme si on prend l'exemple du blood qui est le sang, on doit respecter 60 secondes avant de dire que c'est négatif ou positif. Et je vous remercie pour votre attention.